Retrouvez tous nos contenus sur YouTube et sur les différentes plateformes. Et si vous voulez nous soutenir, un petit like nous aide beaucoup. Click, click. This is your Kodak moment. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. On se retrouve une nouvelle fois pour parler basket et surtout c'est le début d'une phase. Alors pour ceux qui nous découvrent, vous allez, vous allez vous en rendre compte, mais on aime bien, on a toujours une phase après le All-Star Game. On commence à vous parler des prospects de la prochaine draft et donc on va démarrer cet arc des prospects de la nouvelle draft autour d'un nouveau format. On va vous parler de différents joueurs, des grandes tendances et pour parler de tout ça, on est avec Paul. Salut Paul, comment ça va? Bah, écoute, ça va, hein. Et toi? Bah écoute, moi je suis toujours heureux, tu sais, quand on démarre un nouvel arc avec des nouveaux formats, moi ça me plaît toujours. Je suis toujours curieux de voir si les nouveaux formats vont fonctionner. En plus là, on est un peu dans ta cour de récré là, les prospects, de la draft, c'est un peu, les trucs qui t'intéressent. Vous avez dû le voir d'ailleurs dans la Ouais, miniature. ouais, j'aime bien regarder les prospects, surtout en NCAA parce que, bah, les prospects européens ou les prospects internationaux, c'est toujours dur de juger parce qu'ils sont dans des contextes pro et Mmh. hem et du coup, ils sont vraiment, pas utilisés la plupart du temps de la bonne façon donc au moins, en NCAA, ils ont du volume et c'est plus intéressant à juger. Et surtout que là, la phase de tanking est en train de démarrer, de façon, assez forte. D'ailleurs, Paul, je sais pas si tu as vu passer, mais on a eu une petite tech de je crois que alors je sais jamais lequel des 2 c'était, je crois que c'est Jeff Van Gundy qui a dit qu'il fallait supprimer la draft et proposer les joueurs, que les joueurs se proposent et qu'on leur donne le contrat qu'on veut. Mais j'ai pas trouvé ça si bête que ça. Tu as pensé quoi toi de cette tech, de Van Gundy? En fait, les mecs qui veulent su là, il y a je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui, bon, ils avaient peut-être déjà cet avis-là, mais avec le gros tanking que certaines équipes, vont commencer à sortir là, parce qu'il y a une grosse draft qui arrive. J'ai l'impression qu'à chaque fois, les gens qui veulent supprimer la draft, soit ils supportent des gros marchés, donc Miami, Lakers, New York et compagnie, Boston, donc c'est-à-dire que les mecs, en fait, ils savent que, leur équipe va jamais être très nulle, donc ils s'en foutent un peu et ils aimeraient bien avoir des fois, bah, des gros talents, que les gros talents viennent chez eux, dès leurs années rookies, ou alors c'est des mecs qui supportent pas d'équipe. Donc quand tu supportes, un petit marché, bah, il y a quand même plus de petits marchés que de gros marchés en NBA. Supprimer la draft, c'est pas, tu pas envie, quoi. Et puis même si tu supportes pas un petit marché et que, tu vois et que tu supportes pas d'équipe, je trouve que la draft, c'est quand même un truc cool en NBA qui est installé depuis longtemps, où, il y a la loterie, il y a, bon après voilà, c'est dernièrement en plus, ils ont quand même fait un move contre le tanking qui était de redistribuer les pourcentages de choper le first pick parmi les pires équipes. Donc ouais, il y a peut alors c'est vrai que cette année là, le tanking, il va être vénère, mais c'est Il est toujours tôt, lié hein. à la draft, qui Tu arrive. l'impression qu'il est de plus en plus tôt en plus, le tanking. C'est ça qui est Ouais, mais problématique, hein. je trouve pas, je trouve que c'est toujours lié à la draft qui arrive, où soit il y a des grosses drafts, soit il y en a pas et voilà. Mais ouais, moi je sais pas, j'ai toujours bien aimé le produit NBA, et ses particularités, donc je trouve que supprimer la draft, ce serait dommage, quoi. Puis voir tous les gros joueurs, aller dans des gros marchés, dès leur année rookie, c'est-à-dire s'ils le font au bout de 10 ans, ça va, il y a pire, mais dès leur année rookie, ce serait dommage, quoi. Ouais, je crois que dans la proposition qu'ils faisaient, c'était l'idée de pouvoir, proposer des contrats qui sont comme des contrats de free agent, en fait, qui soient complètement free agent et donc qu'une franchise puisse proposer, tout de suite un contrat max. Il prenait l'exemple, pour le coup de Cooper Flag et il dit: «Bah, Utah aurait pu proposer un contrat max à Cooper Flag». Bon, la réalité son problème, c'est que la réalité, c'est que comme toutes les équipes sont au-dessus du salary cap, ça demanderait de revoir, en fait, l'entièreté de la façon dont on construit le salary cap, ce qui serait quasiment Ouais, impossible, en fait, pour le coup. après le seul truc qui est cool avec ça, c'est qu'on verrait des top rookies aller directement dans des équipes compétitives et donc ça, ce serait cool, mais tu pas obligé de supprimer la draft. Tu peux, baisser les pourcentages et ce qui fait qu'il y aurait plus Ouais. d'équipes qui arrivent 9e, 10e de leur conf et qui choperaient un gros talent à la draft, donc c'est-à-dire avec déjà du talent de base dans leur effectif.
Mais bon, on verra, peut-être qu'ils le feront un jour. C'est intéressant en tout cas que ça soit posé. Moi, je trouve que c'est toujours sain d'avoir, ce genre de proposition qui est mise sur la table, qui permet de discuter un peu et de voir vers où on peut aller. Parce qu'effectivement, il y a quand même on en a largement parlé, mais il y a quand même un problème là autour du tanking. Là, on va se retrouver dans une phase de la qui va durer 3 mois où il y a un gros tiers des matchs, une moitié des matchs sont pas très intéressants parce que tu as 10 équipes qui font vraiment une course au hard tanking. D'ailleurs, on vous invite à aller réécouter le podcast qu'on a fait tous les 2, Paul, sur les reconstructions. On a pas mal parlé de ces notions de tanking. Mais en tout cas, je trouvais ça amusant, qu'il y ait cette proposition qui soit faite. Je propose qu'on n'y passe pas beaucoup plus de temps, et qu'on vous présente un petit peu le projet qu'on a là pour vous présenter les différents profils de draft. On va utiliser quelque chose d'un peu différent cette année. C'est comme on a des personnes qui s'intéressent, assez en détail pour le coup à la NCAA et aux différents prospects, ce qu'on vous proposera, c'est que chacun des intervenants viendra présenter 3 à 5 projets qui lui semblent intéressants. Et donc, on démarre avec les chouchous de Paul. Alors, c'est pas vraiment les chouchous de Paul. Il me l'a bien reprécisé d'ailleurs avant que ça démarre, parce qu'il n'y a pas que des chouchous dans le lot. Mais c'est les prospects de Paul. Et donc, Paul va vous présenter 3 prospects sur lesquels on va aller dans le détail et 2 autres prospects qui sont un peu plus en complément. Mais peut-être juste avant qu'on démarre, Paul, et qu'on rentre dans le vif de notre discussion, on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour nos auditeurs qui regardent pas forcément la draft d'avoir une première vue d'ensemble sur ce que tu penses de cette draft-là. Tu l'as dit un peu en préambule, tu as dit qu'on arrive sur une grosse draft. On sait qu'il y a 2 ans, on était sur une draft qui était assez faible, hein. On connaît ton amour pour Zachary Zaché. L'année dernière, on était plutôt sur une très belle draft. Enfin, là, moi, je trouve qu'on sort quand même d'une super draft. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce qui arrive là? Alors, c'est une draft où il y avait un gros top 3, OK. Peterson, Ibanza et Boozer, qui ont fait des énormes perfs au lycée et dans les compètes, internationales aussi. Et hem et finalement, en fait, tu te rends compte que c'est une draft où, il y a énormément de, forward et même deux trois ailiers, en plus, avec des mecs qui produisent énormément dès leur saison freshman ou des, sophomores qui, ont eu un peu de mal sur leur saison, freshman et qui là produisent énormément. Je pense à un Labaron Filon, par exemple. Mmh. Et hem et en fait, on a une draft qui est, ultra deep pour ça, en fait, pour le fait que, bah, tu peut-être pas un top 3. Il y a de plus en plus de gens qui se disent: «Ouais, mais en fait, lui, il était pas annoncé dans le top 3, mais j'ai envie de le mettre top 3». Il y a aussi des joueurs dans ce top 3 là, entre les 3 mecs que j'ai cités, qui sont un peu décevants. Je pense à Peterson. La vraie raison, c'est parce qu'en fait, il a été un peu blessé et du coup, bah, il joue un peu à moitié. Peut-être que tu sais pas, peut-être il sait qu'il a déjà une hype et qu'il est sûr d'être drafté top 5. Donc il se fait pas trop chier, il joue 20-25 minutes par match pour, être à 100 une fois qu'il arrive, dans une équipe NBA. Donc voilà. Mais ouais, je trouve que cette draft est vraiment impressionnante. Il y a de plus en plus de mecs en NCAA qui produisent facilement 18-20 points par match. Après, faut pas oublier que c'est la première classe de draft qui a pas, été pris par le covid au lycée aussi. Et c'est quand même important parce que la draft 2022, 2023, 2024, même s'il y a eu du Wemby, Chet, du Alex Sarr, c'est quand même pas des drafts de ouf, mais c'est aussi des drafts où, les mecs, ils ont eu le droit au covid pendant le lycée. Et les années juste avant ta draft, c'est quand même pas top quand tu es stoppé pendant 1 an et plus. Mmh. Donc là, c'est la première draft qui a pas eu, ce covid, pendant le lycée. Et c'est une draft aussi deep en termes de role player parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont restés en NCAA grâce au NIL, donc le fait que tu puisses être payé, en NCAA avec des gros contrats. Je pense à un JT Toppin qui, bon, là, il vient de se faire les croisés, mais il est resté en NCAA. C'est un mec qui produit énormément, dans la raquette et qui, je crois, a dû choper 5 millions grâce au NIL, quoi. Donc c'est quand même Ah assez oui, énorme. quand même, ouais. Ouais, Mmh mh. juste sur une saison, tu vois? Juste sur la saison qui vient d'avoir lieu. Donc voilà, grosse draft. Mais ça veut pas dire que, ces mecs produisent énormément à 19 ans, que, ils seront tous des stars en NBA, quoi. Il y a les trajectoires sont jamais les mêmes, donc ça va être intéressant de voir, comment ça évolue. C'est impressionnant d'ailleurs l'inflation de scoreurs. Là, pour le coup, pour cette draft-là, on a quand même, tu vois, là, moi, je regardais un peu en préparant, donc cette année, j'ai pas trop suivi la saison NCAA, donc j'ai juste préparé les joueurs qu'on va regarder aujourd'hui. Et d'ailleurs, je serais plus, pour nos auditeurs, hein, je serais plus dans de l'animation et des questions vis-à-vis de Paul que dans proprement parler du contenu. Mais c'est vrai que j'ai vu énormément de gros scoreurs. Effectivement, tu as beaucoup de meneurs arrière qui sont capables de beaucoup scorer. Il y a aussi pas mal d'ailiers. Enfin, l'impression, c'est qu'effectivement, cette draft est hyper deep avec,
Effectivement, ce top 3 autour duquel il y a beaucoup de questions parce que effectivement, la sensation que j'ai et tu me dis si tu me confirmes, mais c'est que il y avait un top 3 qui se dégageait, mais que ce top 3 se dégage moins, pas simplement parce que en dessous, ils sont plus prometteurs que prévu, mais aussi peut-être parce que le top 3 est peut-être un peu moins fort que ce qu'on avait vu, non? J'ai l'impression que c'est un peu des 2 côtés en fait, que le rapprochement s'est fait, quoi. Ouais, après, moi, les mecs, je les scoute, que très peu au lycée, en fait. Je vais regarder deux OK. trois matchs, deux trois matchs internationaux, donc la sur-hype que certains auraient pu, mettre sur ces gars-là, c'est dur à juger parce que moi, je les scoute pas énormément avant la NCAA. Je veux dire, donc j'ai pas que ça à foutre non plus. Mais pour moi, je pense que c'est plus lié au fait que derrière, ça pousse énormément et que ça produise énormément, D'accord. plutôt qu'au fait que ces mecs-là sont pas bons parce que ces mecs-là, ils sont quand même bons, quoi, tu vois? Mmh. Qu'à part Peterson où encore une fois, voilà, il joue pas tous les matchs et tout, mais Dibonza et Boozer, c'est quand même des mecs qui produisent énormément. On va parler de Boozer aujourd'hui. On va voir les défauts qu'il a, et le fait que, pourquoi est-ce que oui, il y a pas mal de gens qui le voient moins fort que ce qu'on pouvait dire de lui, mais ouais, je trouve pas que ce soit lié à ces mecs-là, c'est plus lié aux gars qui poussent derrière, plutôt que, au fait qu'ils soient si décevants que ça. Même si oui, ils ont des défauts, quoi. Et est-ce que tu vois des peut-être juste avant qu'on démarre là par notre premier joueur, est-ce que tu vois juste des tendances de jeu un peu marquées, des différences? Ou est-ce que pour toi la saison NCAA elle est un peu dans la continuité de ce qu'on avait vu les dernières années? Non, le niveau global augmente, ça c'est sûr. OK, On le voit, notamment sur les freshmen, sur les sophomores. Je trouve que les mecs arrivent déjà prêts, notamment, tu vois, en termes de toucher et au shoot. OK. Tu as des mecs qui sont déjà ultra réguliers, au shoot, à 18-19 ans. Après, non, la différence, c'est le niveau de jeu qui augmente un peu comme en NBA parce que voilà, il y a plus de talent. On voit aussi plus d'internationaux qui viennent en NCAA, parce que je pense qu'ils veulent aussi, être plus responsabilisés, ce qui est pas forcément le cas en Europe. Mais, sinon, non. OK, très bien. Et ben, sur ces mots, je te propose qu'on démarre un petit peu notre itération au travers de ces 3 gros joueurs-là et puis après on aura nos quelques compléments, à la fin. Pour démarrer, tu voulais nous parler d'un joueur qui s'appelle Darius Akuf Junior. Donc tu vas nous donner plus de détails. Peut-être juste, avant qu'on démarre pour vous donner, quelques points de repère. On essaiera aussi, à chaque fois d'être latent. Darius Akuf, il est placé de façon assez différente en fonction des différents, mock drafts parce que, on prendra souvent une référence avec le mock draft de Jasper que vous connaissez et que vous avez l'habitude d'entendre chez nous. Il est 25e, chez Jasper alors que sur les mock drafts, américain, il est plutôt autour du top 10, pour le coup, donc il y a un gros gap et sachant que sur le top 100 d'ESPN, de 2025, il était classé 7e. C'est un meneur de jeu qui nous vient de Détroit et bah, écoute Paul, je veux bien que tu nous en parles un petit peu. Pourquoi tu as eu envie de nous parler de Darius Akuf Jr? Darius Acuff Junior, c'est bon, lui, pour le coup, c'est un peu mon chouchou. OK. J'aime, j'aime bien son profil, les meneurs, qui ont du ballon, à chaque fois, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc il joue à Arkansas cette année, pardon. Il joue avec un autre prospect qui a annoncé le premier tour qui s'appelle Melik Thomas, qui est un poste 2 qui peut défendre, qui a un peu de scoring, commence à montrer un peu de scoring, mais un vrai bon shooter. Je pense que lui, il aura sa place en NBA, il y a pas trop de soucis, même s'il sera pas drafté très haut et j'ai du mal à voir énormément de potentiel. Je pense que celui qui a le plus de potentiel, c'est Acuff dans cette équipe. Donc Acuff, ses mensurations, ça doit être, il est annoncé à 1,90, mais c'est vrai que, il fait peut-être plus 1,88, 1,89 que 1,90. Hem, Ses grosses forces à Acuff, c'est que c'est un pur scoreur. Et pour moi, il a peut-être le meilleur handle de la QV. Son handle est vraiment, il a un super crossover, il a déjà le alors ce qui est sûr, c'est qu'il a le meilleur crossover de la QV. Hem, il a un super handle pour aller, drive, il sait très bien incliner son corps pour garder son dribble, alive quand il drive. Il me fait pas mal penser visuellement à Damian Lillard et à Deron Williams, pour ceux qui l'ont connu, à ses débuts, Tu dans sais le que pro Paul, si jamais on se rend compte qu'il y a pas grand monde qui se rappelle de Deron Williams, je prends un coup de vieux, hein. Parce que mais je parce je que je sais pas quelle moyenne d'âge ont les auditeurs, en fait, ouais, ouais. faudrait leur demander, ouais.
Et ça me ferait mal à la tête parce que parce que c'est quand même le joueur de ma génération et si on se rappelle pas de Deron Williams, ça ferait mal à la tête. Ouais, Donc je te laisse j'aimais poursuivre. bien. OK, donc Après, bon, Lillard, playoff Deron Williams, ouais. 2017, playoff Ouais, non, mais 2017, je suis Deron d'accord avec Williams, toi. il a un peu chié quand même. Et, Oui. et gros shotmaker aussi. Il a déjà un vrai pull-up à mi-distance. Il est à 44% à 3 points quand même sur la saison NCAA pour l'instant. Il vient de sortir un match à 49 points où c'est énormément de shotmaking. Euh, s- il fait pas, en fait, il est pas très physique parce qu'il fait un 90, mais il sait déjà utiliser son corps sur drive pour aller bum son adversaire, notamment quand il drive côté droit. Il a du mal à finir main gauche. Par contre, il est plutôt bon pour aller drive côté gauche, mais c'est vrai qu'en général, il va revenir main droite pour aller finir main droite parce qu'il est pas encore, il a pas une superbe main gauche pour finir. Donc ça à travailler. Il a un bon moteur en transition. On le voit pas mal être efficace sur transition. Et ce que j'aime avec lui aussi, c'est qu'il est très régulier. C'est à chaque fois, quand tu le vois, c'est 20 points par match. Il y a que très peu de matchs où il passe à côté. Il y a des prospects de guard dont on parlera sans doute aujourd'hui, mais plus tard aussi, qui sont capables de faire des grosses perfs, mais qui sont moins réguliers qu'Akeuf. Akeuf, c'est 20 points par match à chaque match. Il doit être à 22 points par match cette saison, mais parce qu'en fait, il met 20 points par match à chaque fois. Et il a même montré qu'il pouvait taper presque des matchs à 50 points comme hier. Donc, Pour information, sur les 13 matchs qu'on a eu depuis le début d'année 2026, il n'y a que 3 matchs où il est en dessous des 20 points et c'est 17, 18, 19. Effectivement, ah, il y a des points à 49, 31, 31 deux fois. Enfin, effectivement, on est vraiment sur un score très régulier. Ouais. ouais, c'est très impressionnant parce que s'il sent qu'il est moins adroit à 3 points sur le jour J, bah, il va compenser par du drive et par même du shot making à mi-distance. Je l'ai pas dit, mais il a aussi un flotteur. Il a déjà son petit flotteur. Et ça, c'est cool parce que c'est important quand t'es petit d'avoir un flotteur, même si je pense pas qu'il est si adroit pour l'instant sur son flotteur. Et ouais, il a des moves intéressants sur drive. Par exemple, il a le move de Lillard, je trouve, qui est de celle, genre, je commence à drive, je m'arrête, je décélère et je remets un coup de crosse pour aller drive. Ça, Lillard, il le fait pas mal. Et Akeuf, tu sens qu'il a dû se taper des tapes de Lillard parce qu'il le fait beaucoup. Et, et voilà, sur son utilisation, on le voit pas mal en fait être utilisé sur des get action. Donc je balance la balle à mon pivot qui me la remet pour ensuite déclencher quelque chose. On le voit être utilisé aussi sur cut, donc je pense que c'est un mec qui a un vrai potentiel off-ball en NBA. Et, et voilà, et sur la défense, ouais, pour le coup, c'est pas un joueur c'est un joueur qui est limité quand même en défense par son physique, par ses qualités athlétiques. Je pense pas qu'il sera forcément ultra négatif en NBA parce que je fais confiance à sa puissance et au fait qu'il a quand même des qualités athlétiques qui fait qu'il sera pas trop négatif. Mais quid de l'envergure réelle de ce gars-là? Hem, il a pas une petite envergure comme d'autres gars. Je pense à Flemings qui fait vraiment petit en termes d'envergure ou un mec qui s'appelle, Braden Burries qui ont une petite envergure. Lui, je vois pas visuellement une si petite envergure que ça. Mais bon, il y a pas beaucoup de playmaking défensif. Quand tu es à moins de 2 steals percentage, c'est pas top quand tu fais 1,90 m. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant avec Akeuf, c'est un mec parmi, tu sais, le draft un peu Twitter, surtout aux US, quoi. C'est un mec qui est que très peu considéré, je trouve. Il y en a beaucoup qui le mettent même pas top 20. Moi, je l'ai très haut. Je l'ai top 5 presque. Ah Et ouais. parce que je crois vraiment à son mindset, à son shot making, à ce qu'il peut faire à terme sur drive et tout. Et j'ai pas parlé de son passing aussi, mais je trouve que son passing a beaucoup progressé au cours de la saison. On le voit plus faire des rim assists derrière-main, plus faire des lob passes. C'est plus un passing fonctionnel qu'un vrai passing de manipulateur de défense. Mais en fait, ça marche tout le temps, en fait, ce qu'il fait, ou presque. Donc voilà. Après, c'est pas le meilleur passeur de la QV, ça c'est sûr. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que quand un joueur produit autant et rassure autant sur un peu quand même son toucher, notamment, tu vois, sur son shot making, est-ce que le consensus qui dit: «Oui, mais il a des défauts de taille, il défend pas trop, le passing, il est pas si génial que ça», est-ce qu'il faut croire le consensus ou alors, bah, si le mec produit énormément, il faut quand même se fier à la production, quoi et au volume? Parce que là, il y a de l'efficacité, en fait, avec Akeuf. Ce que je trouve intéressant, en tout cas, avec le cas, d'Akeuf et je vais répondre, à ta question. Ce que je trouve intéressant, c'est que effectivement, on retourne sur ces profils de joueurs avec
un gros compromis défensif qui est lié à la taille. D'ailleurs, toi, tu aimes beaucoup nous parler de la taille et de l'impact de la taille, pour la défense et là, c'est vrai que les dernières mensurations, c'est plutôt 1,88, 1,88 m, on est quand même assez petit, donc il risque de se faire beaucoup cibler et tu vois, je te le disais avant le podcast, moi, il me fait sur ce que j'ai vu, il y a des comparaisons, je trouve un peu naturelles qui peuvent être faites avec, Jeremiah Fears. Si on essaye de prendre plutôt les joueurs qui sont arrivés récemment, qui pour le coup jouent aux Pelicans, fort driver, du shot making, plus petit sur la défense et ce qu'on a vu quand on a parlé de Jeremiah Fears dans la saison, tous les 2, c'est qu'en fait, on se rend compte que ces profils-là, ils sont viables à partir du moment où ils sont capables d'avoir un gros volume de scoring. Et je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que la différence, elle se fait là-dessus. Sur ces joueurs-là, si le volume de scoring, il est bas, je parle pas de l'efficacité, je parle bien du volume, hein. Si le volume de scoring, il est bas, c'est emmerdant parce que le principal apport, c'est qu'il ait la balle en main et que du coup, tu arrives à construire une équipe avec pas mal de défenseurs autour qui le couvrent. Et si le volume de scoring, il est haut, bah là, tu te dis pourquoi pas, avoir un gros moteur. Peut-être pour donner quelques éléments statistiques, sur la saison, il tourne quand même à 22 points, 6 passes de moyenne. Il a 51% de réussite au tir, 44% à 3 points, avec presque 6 tentatives par match. Donc on est effectivement sur un tu l'as bien précisé, mais sur un joueur qui a du volume. Et quand tu es sur ces joueurs-là qui ont du volume, ce qui est intéressant, c'est de voir, par quoi ils arrivent en fait à avoir ce volume-là, tu vois, de scoring. Le premier point, moi, que je comprends de ce que tu me dis et de ce que j'ai vu moi avec lui, c'est effectivement le drive. Mais sur le drive, l'impression que j'ai, c'est qu'on est sur un joueur explosif, mais je ne sais pas s'il est non plus si explosif que ça. Il est explosif, hein. Mais est-ce que tu es vraiment sur du élite, sur l'explosivité? Je ne sais pas. Et je vois pas beaucoup, tu sais, d'horizontalité dans son attaque de cercle. On voit que c'est quelque chose qui est devenu assez important, la capacité, tu vois, à aller chercher le pas supplémentaire parce que tu as des grandes jambes et que tu arrives à aller le chercher. Et là, j'ai l'impression que là-dessus, il y a plus de mal. Par contre, moi, sur ce que j'ai vu qui m'a paru, assez intéressant, c'est l'attaque du mismatch, sur laquelle, il me semble que, là, on a un truc vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que sa vitesse lui permet de vite générer des mismatchs et de l'attaque de grand et que sur l'attaque d'isolation, comme il a un côté vraiment scoreur triple niveau, avec le mi-distance, le 3 points et l'attaque de drive, j'ai moi l'impression que j'ai eue et là, c'est là-dessus où je veux bien avoir ton avis, c'est que j'ai l'impression que c'est un vrai bon scoreur d'isolation et ce qu'on constate là dans la NBA moderne qui revient, où les défenses sont assez en place, c'est qu'en fait le scoring en isolation, il débloque pas mal de choses. Si on essaye d'aller chercher les gros volumes scoreurs un peu petits de la ligue, tu vois, le premier auquel je peux penser, c'est Jalen Brunson, qui est un super scoreur d'isolation. Chez les arrières, tu peux penser à Shai, alors qui est pas petit, qui a pas le compromis défensif, mais bon, qui est un top 3 joueur, donc on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Pareil, fort joueur d'isolation. Est-ce que toi aussi, tu as senti cette dimension, fort joueur d'isolation? Ouais, complètement. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de shot making, mais en fait, il rassure énormément sur ce shot making. Mais pour revenir, tu vois, sur ta compa avec Fears, je le trouve quand même beaucoup plus safe que Fears et pourtant, on sait que j'étais le premier fan de Fears. Mais là, avec K-Cuff, on parle d'un mec qui produit quand même 25 points, 7 passes par match depuis les matchs de conférence. Donc depuis que ça compte vraiment et que tu enchaînes les équipes qui sont dans ta conférence. Donc quand tu es un top prospect, c'est des équipes qui sont viables, qui sont pas des équipes atroces comme ils peuvent avoir sur le premier mois de compétition, quoi. Donc donc là-dessus, oui. Après sur le drive, pour revenir un peu sur ce que tu as dit, c'est vrai que il y a pas encore une manipulation de défense, pas forcément pour passer, mais pour scorer. C'est-à-dire avec un super footwork, avec, une décélération qu'on peut voir qui est vraiment, qui est quand même importante aujourd'hui en NBA. Mais bon, on voit des mecs comme Tyrese Maxey qui font qu'un truc, qui vont tout droit et en fait, ils scorent 30 points par match à plus de 100 TS+. Et même s'il y a que très peu de manipulation de défense à travers lui-même ou les autres, en fait, ça marche quoi, tu vois? Ça marche et tu as envie de lui donner la balle dans les pattes parce qu'il y a du shot making, parce qu'en fait, il crée quand même des décalages parce qu'il va vite et je pense que Acuff, il peut être un peu dans ce moule-là où, Et il va très vite, Akef, hein. Il va très, très vite, il hein, va pour le très vite, coup, ouais. ouais, ouais, Il va très vite quand il accélère, il est pas ultra explosif, mais il sait accélérer, en fait. ouais, Il je sait suis d'accord, ouais. accélérer et c'est ça qui fait un peu la différence. Maintenant, hem, ouais, faut voir jusqu'à quel volume il peut faire ça en NBA. C'est-à-dire, est-ce que, quand tu arrives à 20 points par match, en fait, c'est là où ça commence à fatiguer? Ou alors, en fait, ouais, tu peux clairement aller, comme Lillard à 30 points par match et en fait, ça fatigue jamais et tu peux assumer énormément de volume, quoi.
Et sur ce que tu as vu justement, est-ce que tu as eu une sensation de, tu sais, comme on peut avoir par exemple avec Luka Doncic qui est un très, très fort starter de match, mais qui peut avoir une forme d'usure au fur et à mesure du match, même si, le joueur qu'il est fait qu'il arrive à souvent à trouver une forme de second souffle dans le 4e quart-temps. Est-ce que chez Akef, tu as senti une chose un peu similaire ou est-ce qu'on est plus proche d'un Tyrese Maxey qui, justement à l'image de ce que tu dis, a cette capacité parce que déjà la qualité élite de Tyrese Maxey, c'est son moteur quoi. C'est qu'il a un moteur, juste hallucinant et qui fait qu'il est à fond tout le temps quoi. Qu'est-ce que tu as senti avec Akef, toi là-dessus? Non, le moteur, il est là. Maintenant, c'est normal qu'il soit là à 19 piges, quoi. S'il était pas là à 19 piges, tu vois, Luka à 19 piges, le moteur, il était là en fin de match. C'est juste que bon, il a 25 ans, il a goûté à la bouffe américaine et vu que c'était un Européen, son corps, il a mal réagi et aujourd'hui, on voit qu'en fin de match, ouais, ça commence à coincer. Donc je pense pas qu'Akeuf, ce soit un problème, le moteur un peu en fin de match pour aller, continuer à assumer du volume. Je pense que, ouais, la vraie interrogation, c'est, si t'es pas un manipulateur de défense élite, vu que t'as pas la taille, tu seras quand même un petit peu négatif en défense. Même si encore une fois, je pense qu'il y a quand même un scénario où, tu vois, un peu comme Fears où beaucoup de gens le voyaient, être ultra négatif en défense et en fait, on le voit qu'il se motive beaucoup et qu'il a les qualités athlétiques pour compenser et quand même une bonne science du jeu et tout, dernièrement. Donc la question, c'est ouais, à quel point est-ce que le shot making va rester? À quel point est-ce que mentalement tu fais le cap de: «Ouais, j'assume, je suis le leader d'une équipe», enfin pas forcément la première option, tu vois? Mais un des leaders pour assumer du scoring avec du volume et quand même de l'efficacité. Alors, avant qu'on aille sur la partie, playmaking qui effectivement est très importante là pour ce type de joueur-là, moi ce que j'ai vu, c'est que il était au lycée assez bas sur l'efficacité à 3 points. Il avait déjà un très gros volume, mais je crois qu'il tournait autour des 31-32 d'efficacité à 3 points et j'ai l'impression qu'un des gros changements qu'il y a sur, cette saison NCAA, c'est que son efficacité à 3 points, elle est hyper haute quoi. Il est presque à 45, c'est énorme. Quelle est ta sensation, toi, sur ce que tu vois sur son shot making à 3 points? Est-ce que tu as l'impression d'un joueur qui, enfin, tu vois pas pourquoi ça redescendrait? J Typiquement, si on t'avait pas dit qu'il était à 31 au lycée, jamais tu l'aurais cru? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu as l'impression qu'il y a une forme de surchauffe parce que la forme de tir prise est un petit peu trop compliquée, tu vois? Ou qu'il y a un peu de limite là-dessus? Ouais, c'est toujours dur à dire d'analyser les pourcentages au shoot, sur du court terme. Mais le shoot, c'est mental, en fait, tu vois? Je pense qu'il y a un moment où, quand tu montres que tu as suffisamment de toucher et que tu es capable sur un long stretch de mettre dedans, il y a quand même le facteur mental qui rentre en compte et là-dessus, je me fais pas trop de soucis. Donc ouais, mais je pense toujours qu'au shoot, il faut quand même se lier au dernier pourcentage que tu peux voir sur une saison plutôt que, sur ce qu'on a vu, tu vois, à 16-17 ans, quoi. Genre, c'est Même pour important. un joueur qui a eu une forte efficacité, qui aurait une baisse, tu le vois dans les 2 sens ou c'est surtout quand ça a une forme ascendante, quoi? Non, mais de manière générale, genre, je vais plus me fier à ce que le mec alors évidemment que le volume sur du long terme, c'est toujours important, mais entre l'année N-1 et l'année N-2 et N-3, je vais quand même donner plus d'importance à l'année N-1, tu vois? Mmh mh. Mais je suis Ouais, je vois ce d'accord que que tu le mieux, ce serait de faire une moyenne pour voir, quel est son réel niveau, quoi. Et est-ce qu'on a un petit peu, il me semblait avoir, vu passer ça quand même sur Akeuf, c'est qu'il y avait un peu d'utilisation, off ball. Tu as dit il est associé, sur la ligne arrière avec un autre fort arrière. J'ai eu la sensation que ça conduisait à un peu d'utilisation de tir en système. Tu as parlé des cuts où il était un petit peu mobilisé. Est-ce qu'on est sur un gars qui a vraiment besoin d'avoir tout le temps la balle en main pour être, efficace, au scoring? Ou est-ce qu'il est capable aussi de vivre et d'avoir de la production s'il est associé à un autre arrière intéressant? Parce que c'est vrai que dans les équipes, si tu regardes, tu vois, les équipes qui sont en train de tanker, elles ont quand même toutes, plus ou moins déjà un arrière, tu vois, à disposition, qui est intéressant et donc probablement qui risque d'être dans une situation, tu vois, de cohabitation avec un autre arrière, en fait. Alors ça, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a énormément finalement, aujourd'hui, tu regardes toutes les équipes, tu as au moins un guard. Soit tu as un guard installé qui est all-star ou qui a été déjà all-star dans sa carrière, soit tu as un projet intéressant sur les postes de guard ou alors tu en as 2. Tu prends juste le Jazz qui là, va commencer à tanker. Tu as Collier et tu as Keyonte George. C'est pas les mêmes profils, mais en fait, tu as 2 mecs à qui donner énormément de ballons, quoi. Mmh. En plus de Laurie et Jaren Jackson Jr. Donc ce qui est sûr avec Akeuf, c'est, bah, si on te donne la balle, en fait, qu'est-ce que tu apportes de plus que ces mecs-là? Et est-ce que tu peux jouer avec ces mecs-là? Moi, je pense que oui, on l'a vu, comme j'ai dit, à travers des get action que, tu peux l'utiliser off ball,
On le voit aussi un peu utilisé sur des cuts parce qu'il a quand même une bonne, accélération comme on a dit. Donc je pense que oui, il peut être utilisé off ball. Hem, Maintenant, ouais, c'est comment est-ce que tu te comportes avec les joueurs à côté de toi? Comment est-ce que tu arrives à créer de la synergie? On le voit un peu avec Melik Thomas, mais sans doute pas assez. Mais c'est quand même c'est un truc qui est dur à anticiper parce que, tu sais pas dans quel contexte il sera, quoi. Tu vois? S'il arrive aux Wizards, c'est pas la même chanson qu'à Dallas où là, pour moi, il a un peu carte blanche à côté de Flag, quoi. Tu as parlé, de la question du playmaking, ce sera d'ailleurs probablement le dernier point qu'on va, aborder avec lui. Où justement, pour ces questions de volume et on le voit d'ailleurs avec, une fois de plus, si on reprend le cas de Jeremiah Fears, on voit l'importance du playmaking et du volume de playmaking là-dessus. Ce qui ressort beaucoup autour de Akef, c'est, sa capacité, à avoir un jeu assez propre, pour le coup, c'est-à-dire qu'il perd relativement peu de ballons. C'est un élément qui ressort beaucoup. Est-ce qu'il perd peu de ballons parce qu'il prend peu de risques? Ou est-ce qu'il perd peu de ballons parce que sa qualité de manipulation de défense est vraiment haute et qu'il fait peu d'erreurs? Il perd peu de ballons parce qu'il a le meilleur handle de la QV. Ouais. Il perd peu de ballons parce que en fait, son passing, il y a pas un passing de gros manipulateur de défense à prendre énormément de risques. Et donc ce qu'il fait, c'est plutôt fonctionnel. Mais ouais, est-ce que, enfin, s'il prenait beaucoup plus de risques, est-ce que, il perdrait le ballon à chaque fois? À voir. Mais je Non, mais pense après pas ça que ce peut faire soit partie de son jeu, tout simplement. Ça fait partie de son jeu ouais, ça d'avoir fait quelque pas chose partie d'assez de son jeu. sécure, tu vois? Ça Ouais. fait pas partie de son jeu et je suis pas sûr que ça fasse partie de son jeu aussi sur du long terme, quoi. Ouais, c'est là où on rejoint un peu ce que tu décrivais sur Tyrese Maxey, quoi. Tu as une forme de playmaking qui peut ressembler à celui de Tyrese Maxey, joueur qui a un handle très, très fiable, une grosse vitesse et le sujet d'ailleurs, on en avait pas mal parlé lors des derniers playoffs, quand on prend l'exemple de Shai Gilgeous-Alexander. En fait, sur ces joueurs-là qui font tellement d'écart, le sujet, c'est comment tu arrives à avoir un playmaking qui te permet juste de voir les bonnes passes qu'il y a à faire. C'est même pas d'avoir de la manipulation de défense et rien que ça, déjà, c'est suffisant vu le nombre de différences que tu fais puisque chaque différence, appelle une aide et que l'aide derrière appelle un décalage et que la NBA, c'est la recherche permanente de décalage, quoi. Et donc, on est encore une fois bien sur ces profils où la clé, c'est vraiment le volume offensif. Est-ce que tu voyais d'autres choses à dire sur Ekaf ou d'autres points que tu voulais aborder? Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On est pas mal? Eh ben, écoutez, on est curieux peut-être d'avoir votre avis en commentaire si vous avez un avis sur Ekaf, sur ce que vous en avez vu. Ça pourrait être intéressant d'avoir, votre retour. On passe, mon cher Paul, au deuxième joueur du jour. Alors lui, il est un peu sorti, de nulle part puisque, il me semble que dans les différents mock drafts, il était nulle part. Il me semble d'ailleurs avoir vérifié, il était même pas dans le top 100 d'ESPN, des jeunes joueurs de 2025 et pourtant, comme dirait la chanson de c'est qui ça? C'est la chanson de Aznavour, je crois. Peu importe et pourtant, il explose à tel point qu'il est même dans le top 10 de certains mock drafts. C'est Keaton Wagler. Est-ce que Paul, tu peux nous parler du, jeune freshman de Illinois? Je crois qu'il était même pas 250 pour te dire à quel point il était Ah ouais, loin, il sort de ouais, nulle part, quoi. Mmh. il sort vraiment de nulle part. Donc il était très mal classé après le lycée. Il joue à Illinois, dans une belle équipe avec pas mal de hitch entre les Stojakovic, les Mirkovic et les On adore ça. Ivicevic On adore ce et All-Star Game. ouais, c'est sûr et hem et en fait, sa saison, elle est intéressante à Keaton Wagler parce que, bah, il y a eu un petit buzz au début où on s'est dit, «Bon, bah, OK, il faut le regarder, quoi. Il y a un mec à Illinois, qui fait deux trois trucs offensivement, c'est sympa, faut aller le voir». Et donc en début de saison, quand je suis allé le regarder, je me suis dit: «OK, en fait, c'est Will Riley». Pour ceux qui connaissent pas, donc le mec a été drafté par les Wizards. Parce que personne Donc regarde c'est un Washington, Paul, ouais, c'est vrai, j'ai oublié que bah, là, je pense qu'avec Trey et Eddie, il y en aura peut-être un peu plus, mais là, on va c'est faire sûr que attendre 6 mois quand même, hein. ouais, tu regardes pas, Washington pour Will Riley. Je suis peut-être le seul en France qui regarde Washington pour Will Riley. Donc c'est un porteur de balle de 2,3 m, 2,6 m. Enfin, Wagler, il est quand même plus petit que Will Riley, il est mesuré à 1,98 m. Will Riley, il est plus à 2,6 m. Mais c'est un porteur de balle grand, fin, qui, montre des choses très intéressantes balle en main, parce qu'il a un bon handle, parce qu'en fait, il est pas mal utilisé en pick and roll ball handler, mais trop fin physiquement, donc qu'est-ce que ça donne? Et ensuite, il a fait un super match à plus de 40 points contre je sais plus qui, j'ai Purdue. oublié.
C'était contre Purdue. C'était contre Purdue et en fait, tu te dis: «Ah ouais, mais en fait, non, c'est pas, Will Riley». Parce que Will Riley, en fait, à Illinois, il y avait quand même des doutes, sur son shot making et en fait, le truc qui est rassurant avec Keaton Wagler, sa première force, c'est son shoot. Parce que ce match-là où il met 40 points, il est quand même à 9 sur 11 à 3 points et depuis ce match-là, en fait, il est vraiment on fire. Depuis ce match-là, je vais sortir les stats. Bon, il a fait 2-3 matchs qui étaient pas ouf, dernièrement. Bah, il a fait un 5 sur 10 contre Wisconsin, il a fait un 3 sur 5 contre Northwestern. Effectivement, le volume en plus explose, quoi. Enfin, le volume a toujours été haut, mais il continue de Ouais, monter et il va de plus en plus se lancer franc surtout. Pardon, ça mais tu vois, continue. depuis cette date-là, donc il y a eu 8 matchs, il est quand même à 23 points par match, 5 passes, 4 rebonds. Mmh. Donc ouais, la première qualité de Wagler, c'est son pull-up, c'est son catch and shoot, c'est son shoot. Il a 42 à 3 points, sur la saison, sur un gros volume. Hem, le seul truc qui me dérange un peu sur son shoot, c'est que le release, il est un peu bas. Donc quand il lâche le ballon, il est un peu bas, en fait, il est pas ultra haut. Je serais pas étonné qu'il se fasse quand même pas mal contrer en NBA. Il y a des mecs qui ont des longs bras en NBA, donc sur Switch, est-ce qu'il sera si dominant sur Switch, que ça en NBA? Donc il est beaucoup utilisé dernièrement, en tant que, ball handler sur pick and roll et hem et ce qui est très cool aussi avec Keaton Wagler, c'est que c'est pas un mec qui est ultra athlétique, c'est pas un mec qui est hyper puissant, mais en fait tout ce qu'il fait, c'est fonctionnel, tout ce qu'il fait, ça passe. Quand il drive, en fait, il a un très bon footwork, il sait comment, lire le jeu, c'est-à-dire si en fait il se rend compte que OK, son défenseur est toujours là, bah, il va faire ou s'il y a eu une aide, il va faire la passe au panier pour un joueur, au cercle pardon. Tout ce qu'il fait en fait, c'est assez fonctionnel. Il a un move qui je trouve intéressant, tu sais, c'est le move où quand tu drives d'un côté pour pas que, pour éviter le stunt, tu fais un turnaround pour aller driver de l'autre côté et c'est tout con mais Flag le fait énormément. Et en fait, c'est un move quand tu es un porteur de balle qui fait que, c'est dur d'aller intercepter et si tu sais bien mettre ton corps en opposition, en fait, tu as le chemin au cercle qui s'ouvre aussi plus facilement si tu sais le faire. Et ce move-là, il l'a énormément. Globalement, le spin move, c'est son go-to, quoi. Que ça soit, en arrêtant son dribble, pour aller au cercle et aller plus proche du cercle, le spin, il le fait beaucoup ou pour Ouais, effectivement, battre le stunt, ouais. mais ce qui est intéressant avec, tu vois, Riley et Flag, quand ils le font, c'est qu'en fait, ils arrêtent pas leur dribble. Ce qui fait Mmh. que le jeu s'arrête pas, ils sont tout le temps en mouvement et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il sait se mettre en mouvement. Hem, donc voilà et puis il a du footwork quand il faut finir au cercle. Le seul truc, c'est que finalement, en fait, il prend pas beaucoup de tirs au cercle et il est pas si efficace que ça au cercle. Sans doute limité par, ses qualités athlétiques. C'est un mec qui a même pas dunké, je crois, de la saison, ou en tout cas en 2026, il a pas dunké, donc c'est quand même un peu problématique parce qu'il fait 2 mètres. Donc il a plutôt un bon spacing en plus à Illinois, à côté de lui. Donc voilà pour Keaton. Offensivement, passing passing vraiment, pour le coup, il y a un peu plus de manipulation de défense que Acuff. On voit des choses intéressantes sans que ce soit parfait, mais c'est très fonctionnel ce qu'il fait. Il perd peu la balle. Il a un très bon handle pour sa taille, pas forcément élite, mais en fait, tu vois, il perd pas énormément la balle non plus. Donc voilà, en termes de comparaison, donc j'avais Will Riley, j'avais un peu du Michael Bridges aussi, dans ce qu'il peut faire. OK. Du Brandon Miller aussi, avec ce côté shot making, mais qui galère un peu quand même sur drive. Un meilleur Pour footwork quand même. Puis un meilleur footwork quand même que Brandon Miller, non? Ouais, ouais, mais Brandon meilleur Miller, footwork pour le l'instant. footwork pourtant je sais que j'aime bien Brandon Miller, mais le footwork de Brandon Miller est quand même un peu hasardeux, quoi. Ouais et bon, Brandon Miller est quand même beaucoup plus athlétique. Oui, oui, par contre il est hyper Donc athlétique, ouais. mais ouais, peut-être un meilleur footwork que Brandon Miller. Et après la défense, bah, malheureusement, il y a que très, très peu de playmaking défensif. Mmh. Il contre presque pas. En def on ball, c'est un gars que tu vois quand même galérer, pour, naviguer des écrans. Donc pour l'instant, c'est pas un mec je pense pas qu'il sera négatif parce qu'il a la taille, mais c'est pas un mec qui sera clairement positif, quoi. Donc Sur, ouais, vas-y. peut-être sur, moi les points que je me suis notés, tu vois, sur la partie offensive, ça peut être intéressant, dans un échange. Moi quand le high test, moi m'a fait penser à Shai Gilgeous-Alexander, mais sur une version, ce serait la version hyper boostée parce que l'accès au cercle se fait beaucoup par la technique, en fait. Il va beaucoup au cercle par la technique, sauf que moi, je me suis noté un élément, c'est qu'au final, à la répétition des vidéos que je regardais, je me rendais compte que et c'est intéressant ce que tu disais sur la capacité à maintenir le dribble en vie. Je trouve que pour le coup,
lui, son accès au cercle se fait beaucoup en arrêtant le dribble. En fait, c'est son footwork qui lui permet d'aller au cercle bien plus que son dribble. Tu vois, là où Shai, par exemple, là où Shai, il est incroyable, c'est que quand il va attaquer son mismatch, il va être capable de maintenir le dribble en vie, de faire semblant d'aller à droite, puis finalement d'aller à gauche, puis repartir à gauche. J'ai l'impression que chez lui, je vois pas cette dimension-là. Par contre, il a, une fois qu'il arrête le dribble, un excellent footwork qui lui permet soit d'utiliser l'eurostep, soit le spin. Et donc, la première question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que ça, c'est reproductible en NBA? Parce que les joueurs qui font ça, déjà, il faut réussir à aller suffisamment proche du panier pour que ton footwork te suffise. Et souvent, il faut être très puissant pour réussir en fait à continuer à enfoncer le défenseur dans le prolongement de ton footwork si tu maintiens pas le dribble en vie. Je pense que c'est le premier élément moi, que je me Ouais, suis noté sur lui. Ouais, je et t'écoute, ouais, il faut savoir aussi provoquer le contact parce que c'est là où il est fort aussi, Shai. C'est que même si bien sûr. tu sens qu'il est pas si physique que ça, en fait, lui, il a pas peur d'aller au contact et de provoquer le contact. Avec Wagler, on le voit pas assez, quoi. On voit pas assez bum son mec, sur drive, et tout. Et c'est vrai que dernièrement, on le voit un peu plus galérer parce que finalement, ses moves et son même s'il a un bon footwork, en fait, ses moves sont un peu Ouais. téléphonés et on voit les défenses commencent à s'adapter et Alors moi, oui, il a juste moi, son je petit précise, moi je dirais pas téléphoner, je dirais plutôt que c'est juste un peu tout le temps les mêmes. Ils sont pas téléphonés, il sait ce qu'il fait, mais c'est toujours les mêmes un peu. ouais, donc téléphoner, enfin, pour moi, faire tout le temps les Ah mêmes, pour moi c'est téléphoner, c'est quand tu fais un peu n'importe quoi. Mais ah non, pour moi, téléphoner, c'est quand tu fais tout le temps les mêmes. ouais, c'est quand tu Mais passes un OK. coup de fil et que tu dis: «Je vais faire ça», ouais. Ouais, OK, ouais. Ouais, pourquoi Ouais pas. OK, on est d'accord, on est d'accord. et hem et oui, ça manque aussi de il est pas assez crafty au cercle, nou il a pas un free throw rate, si haut que ça. Je crois qu'il doit être à 30 ou un truc comme ça. En NCAA, c'est pas ouf. Donc on verra les contre-moves qu'il peut avoir et qu'il va développer sur du long terme. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quand même très rassurant sa progression juste au sein de la saison, où il est passé de nobody à, top 10 de Ouais. draft, quoi. Donc c'est un mec, je pense, qui a une capacité à apprendre et à s'ajuster qui est vraiment pas mal. Ouais et puis tu l'as dit, il a une espèce de base autour du tir extérieur qui est quand même vraiment intéressante. Il a un shoot qui est assez rapide. Moi, je trouve qu'en sortie d'écran, il déclenche quand même assez vite. Il a pas d'hésitation et tu pas l'impression que le range va être un problème, quoi, que la distance NBA, il devrait la récupérer assez vite. Moi, je me suis quand même noté que sur, 2020, il a joué énormément de matchs, hein, en 2026, on est en 2026, faut que je m'y fasse. Il y a quand même, 1, 2, 3, 4, 5 matchs au-dessus des 9 lancers francs. Ce qui est quand même assez important donc est-ce que vraiment il a du mal à aller chercher ce tir ou est-ce que c'est plus normal de voir ça en NCAA, des joueurs qui arrivent à récupérer pas mal de lancers francs sur ces profils-là? Bah, finalement, tu vois, en fait, je suis allé regarder, mais c'est vrai que là, sur les derniers matchs, Ah il en récupère beaucoup, hein? il en récupère pas mal, quoi. Donc la craftiness, il en a gagné au fur et à mesure de la saison. Hem, mais la question, en fait, avec Wagler, c'est, tu vois, on le voit un peu, avec Conn qui fait une superbe saison sans être impressionnant, tu vois, dans ce qu'il fait. Parce qu'en fait, il y a le shot making, il y a le toucher et même si, tu sais qu'il est limité athlétiquement, tu sais que son envergure, elle est pas ouf, en fait, tu as un joueur qui, dès ses 19 ans, il met 20 points par match en NBA et la question avec Wagler, c'est un peu ça, c'est-à-dire, je serais pas étonné que ça sur sa saison rookie, en fait, il score alors peut-être pas qu'il score peut-être pas aussi bien que Con qui met quand même 20 points par match, presque à 110 de TS+. Mais, je serais pas étonné, tu vois, qu'il soit déjà très fort et la question c'est: quel est ton réel, plafond offensif un peu? Tu quoi? Tu une deuxième option? Tu une troisième option? Et Mmh. si jamais on se rend compte de tes limites offensives, est-ce que tu peux vraiment être un role player, quoi? Parce que Oui, à cause de la défensivement, en défense, fait, ouais. c'est Mmh. pas sûr que ce soit, si bien, quoi. Oui, parce que d'ailleurs sur la taille, tu disais qu'il était à 2 mètres 3, mais il est à 6'6". Pour moi 6'6", on est plus proche d'un mètre 98. Alors après il a des bras qui sont longs, mais j'ai pas l'impression non plus qu'il ait des bras qui soient immenses, immenses et en plus, il a un truc, tu sais, qui peut être problématique quand même sur ces profils-là, c'est que son centre de gravité est quand même très haut. Il a des très grandes jambes, ce qui forcément va l'impacter un peu à un moment donné. Alors soit il arrive à développer par les Eurostep. En gros, quand vous avez des très grandes jambes, soit vous arrivez à le rendre à votre avantage en étant très fort sur le footwork près du cercle, parce que ça vous permet de gagner beaucoup d'horizontalité pour attaquer le cercle. Mais parce que si vous n'arrivez pas à le faire, vous risquez d'être un peu plus fragile sur le dribble, parce que votre dribble va être plus haut. C'est typiquement ce qui arrive à Zachary Zaché, hein. Votre dribble est plus haut et du coup, vous êtes pris en bas. Et du coup, ça vous empêche de passer l'épaule et ce qui peut être vraiment, vraiment problématique. Parce que moi, globalement, tu vois, ce que je me suis noté en le regardant, donc je te l'ai dit, hein, à Illinois, il joue dans un système qui a un bon spacing. Il joue pas mal de séquences en fait en five out, Illinois, moi sur ce que j'ai vu et moi ce que j'ai trouvé intéressant avec lui, c'est que, pour moi le petit extra, c'est là je suis curieux d'avoir ton avis, c'est le passing en fait.
moi j'ai trouvé que le passing sur drive de five out, il est vraiment bon, quoi, tu vois? Déjà, il est grand, ce qui fait que sur le pick and roll, il arrive bien à utiliser de sa taille pour pouvoir, distribuer et j'ai trouvé que sur les drives, il avait ce truc, tu sais, que tu vois chez certains joueurs, c'est cette capacité à gagner une petite demi-seconde dans le drive qui tu sais que c'est cette demi-seconde qui fait que la défense a déjà réagi et qui te permet juste de scanner et de savoir quelle est la bonne passe. J'ai l'impression qu'il arrivait souvent à trouver d'ailleurs un joueur à l'intérieur sur ces séquences-là. Et moi, c'est le point où vraiment je me suis dit: «Ouh là, effectivement, s'il y a un drive qui est cool en fait, s'il y a un passing pardon qui est cool, ça va développer, tu vois, le pick and roll, le playmaking sur drive» et là, le profil change un peu, à la seule différence que c'est quand même très lié à la qualité de son premier pas qui est pas énorme et si le premier pas passe pas, sur les problèmes notamment sur les systèmes de five out, quand votre premier pas passe pas, vous faites pas de différence, donc le passing sert pas à grand chose, quoi. Comment tu le sens toi, son passing, globalement? Ouais, moi, c'est pareil, je le trouve, très bon, très fonctionnel, parce qu'il sait décélérer, sur drive aussi. Ce qui fait qu'il se donne du temps pour aller trouver un mec qui cut, baseline et en fait, il est plutôt précis aussi, son passing. Je pense que c'est important d'avoir un passing qui est précis parce que c'est bien beau de faire les lectures, mais il faut aussi que la balle, elle arrive dans les mains, quoi et pour le coup, lui, son passing, il est précis. Mais c'est vrai que du coup, en NBA, ce qui est bien avec ces gars-là, c'est qu'en fait, vu qu'ils font, presque 2 mètres, ils ont l'avantage de pouvoir avoir, plus de possibilités de faire la passe parce qu'ils sont plus grands, en fait. Parce que quand tu fais un 90, tu es quand même limité par ta taille et ton envergure pour aller chercher des angles de passe que tu as, plus quand tu fais 2 mètres. Mais la question, oui, c'est du coup sur drive, quand il va avoir, dans un contexte, compétitif, que des défenseurs sur lui qui seront physiques, comment est-ce que la différence tu le crées? Oui, tu vas la créer sur pick and roll parce que, tu es à l'aise pour prendre le pick, pour faire quelque chose de ton pick and roll. Mais, sur de l'ISO, est-ce que ce sera un joueur qui sera, tu vois, si fort sur ISO? Je suis pas sûr et j'ai des doutes là-dessus parce qu'au bout d'un moment, athlétiquement, si tu compenses pas par, une souplesse plus comme Shai, il y a un moment où ça peut devenir compliqué aussi, quoi. Oui et puis Shai, effectivement, moi j'ai fait cette comparaison. Shai, athlétiquement, il est assez dingue, en fait. Le premier pas, en fait, est très bon. La décélération est juste unique, et là, on est sur de l'élite parce qu'en fait, Shai, il pourrait très bien aussi être dans un profil où, en fait, il est moyennement viable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était pas plus haut que ça à la draft parce qu'en fait, s'il avait pas, ce premier pas X, décélération, complètement dingo, beh, tout de suite, il serait beaucoup, beaucoup moins fort sur isolation, quoi, malgré toute sa technique. Paul, tu m'avais dit, mais peut-être pour qu'on termine sur Wagler là-dessus, tu m'avais dit, il y avait une question que tu aurais aimé qu'on se pose, c'est, peut-on être si haut sur un prospect quand l'eye test n'est pas si ouf? Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que l'eye test, il est vraiment pas si ouf que ça? Parce que si vous le regardez jouer, vous allez quand même avoir un effet waouh. C'est un joueur magnifique à avoir joué, moi, je trouve. Il y a quand même un peu un effet waouh. Je pense que quand tu dis l'eye test, c'est vraiment cette dimension physique, en fait. Ouais, la dimension physique athlétique, quoi. Ouais. Et alors Ouais, pour toi ouais, excuse-moi. dans le même range, tu vois, qu'un Cole où au final, il y en avait peu qui étaient si hauts que ça et personne, je suis désolé, personne avait vu venir Cole faire une saison all-time à son poste parce qu'on se disait: «Ouais, mais en fait, athlétiquement, c'est pas si ouf, physiquement». Alors pour le coup, Cole il est quand même assez physique, il est quand même beaucoup plus physique que Keaton Wagler. Mais tu vois, il y a une envergure qui est limitée. Donc on se disait, OK, Lightest pareil, plutôt joueur cool, il y avait des shades de Austin Reeves dès sa saison NCAA sur certains matchs avec Connell, mais mais quand même limité athlétiquement et donc sur ces mecs-là qui certes font 2 mètres, mais qui sont quand même limités athlétiquement, est-ce que tu as un plafond qui est si élevé que ça? Parce qu'au final, quand tu regardes les meilleurs joueurs de 2 mètres quand même en NBA, hem, bon, il y a Luka, mais derrière, c'est quand même des athlètes, quoi. Tu vois? Il y a quand même un truc athlétiquement où tu te dis: «OK, ce mec-là, il est au-dessus des autres, athlétiquement». Et Lucas est très Et puissant. c'est cette Lucas question-là, est tu pas vois? très rapide, mais Lucas est surpuissant, pour le coup. Ce qui Ouais, voilà, il y a compense, de la tu vois, puissance. en plus. Ouais. Ouais et Knoppel, effectivement, ça a aussi marché parce qu'on se rend compte, et ça, c'est dur à évaluer en amont, on se rend compte qu'intellectuellement, c'est un joueur, brillant, quoi. C'est-à-dire que le decision making de Knoppel, c'est là où vraiment il fait une énorme différence. Juste pour savoir, toi, dans ton mock draft, dans l'idée, tu l'as combien, Wagler? Je l'ai, 7 ou 8 je crois, un truc comme ça. Ah ouais, quand même, donc toi, Ouais, tu as poursuivi la hype et tu l'as bien remonté, dans ton top ouais, 10, ouais. quoi. Sachant que dans la plupart des mocks, il est devant, Darius Isaac, hein, globalement, vous allez souvent le trouver, devant lui. Keuf est souvent un peu plus bas, sans doute pour les questions de taille qui peuvent poser souci.
Paul, et si ça te convient, je te propose qu'on passe à notre dernier joueur. Dernier joueur qui, c'est la grosse hype, quand même, on va pas se mentir, des 2 dernières années. Il fait partie de ces joueurs qui étaient très hypés. Tu l'as dit au début, hein, on a 3 joueurs dans cette draft qui ont un temps d'avance sur les autres, en tout cas au niveau des mock drafts. C'est, Peterson, Dibonza et donc, le troisième, qui est d'ailleurs probablement le troisième homme. D'ailleurs, je dis ça, mais, c'est probablement le troisième homme, d'ailleurs des 3 sur la façon dont il a été présenté. C'est, l'ailier fort de Duke, le fils, sauf erreur de ma part, de Carlos Boozer. Cameron, Boozer, qui était, 3e dans le top 100 d'ESPN de 2025, qui est top 3 voilà, de la plupart des mock drafts. Coté très haut dans une équipe très très forte. On en parlait en off, on en reparlera peut-être d'ailleurs. La difficulté qu'on peut avoir à jauger ces joueurs qui jouent dans des équipes qui sont tellement dominantes. Qu'est-ce que tu penses, mon cher Paul, de Cameron Boozer? Alors, Cameron Boozer, qui joue en plus avec son frère Caden Boozer à Duke. Oui, d'ailleurs, Paul, quand tu m'envoies tes noms, merci de me dire le prénom quand il y a des frères qui jouent dans une même équipe, que je sache lequel on fait, quoi. Ouais, bon, ça paraissait évident quand même, parce que Caden Boozer, quand tu vois sa hype, c'est quand même pas là, c'est pas la même, mais bon. Prochaine fois, j'y penserai. Il produit, en Non, fait, pas de souci. ce qui est bien avec Boozer, c'est que, en fait, il produit énormément. C'est un mec qui produit 22 points, 10 rebonds, dès sa saison Frenchman, quoi. Pour un poste 3-4, c'est quand même assez fou, de produire autant, sans qu'il y ait, tu sais, un truc il force le truc, quoi. Donc, c'est toujours la production. Moi, je trouve que la production, alors à un moment, c'était surcoté. Mais je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, avec toutes les stats avancées, c'est devenu limite sous-coté, quoi. Produire, c'est quand même, il faut le produire, quoi. Au bout d'un moment, quand tu fais des classements de joueurs individuellement, bah, la première chose que tu regardes, c'est la production, quoi. Donc, produire dans un contexte NCAA autant, ça compte. Et lui, Cam, il produit. Hem, Disons que le volume de production vous donne la gamme de joueurs. C'est important ouais, l'efficacité, mais qu'à un moment donné, il faut un certain volume pour rentrer dans une certaine gamme, en fait. Je pouvais être très efficace, mais avec un petit volume, malheureusement, c'est aussi une qualité d'être capable d'atteindre des gros volumes, quoi. c'est sûr. Donc il est à Duke, il est avec d'autres, gars qui ont une belle hype, notamment Ngongba sur le poste de pivot et Isaiah Evans aussi, sur les postes 2, qui est un espèce de, j'aime bien la compa Dante DiVincenzo pour Evans et Ngongba, il y a des gens qui disent Poltl, moi je vois du Mark Williams un peu, donc du rim runner, quoi. Alors Boozer, il est beaucoup utilisé en roller, sur pick and roll. Il est pas mal aussi utilisé sur post-up. Pour aller punir des mismatchs, parce qu'en fait, il est tellement physique. Je crois qu'il doit faire 2-3 ou 2,03 m ou 2,04 m, mais ce qui est impressionnant avec lui, c'est son physique, quoi. Il a déjà un physique largement NBA ready, avec des grandes épaules, un coffre, vraiment, puissant et la différence, en fait, il l'a fait beaucoup, physiquement, en tant que roller ou sur post-up. On le voit quand même aussi utilisé par moments sur l'ISO, un peu sur drive. On verra que c'est pas parfait. Moi, je trouve que son passing, il est fonctionnel, son passing, mais parfois, en fait, tu sens que, et c'est un peu le problème qu'on verra un peu général avec Boozer, c'est qu'en fait, ce qu'il fait, c'est lent, c'est limité aussi athlétiquement, on en reparlera, mais en fait, il a un decision making global qui est un peu lent et ça se ressent notamment quand il est utilisé en hub offensif où, en fait, quand il y a un cutter, il met, au lieu de réagir dans la demi-seconde, en fait, il réagit, au bout d'une seconde, quoi, et c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui fait qu'il y a un peu aussi de la perte d'impact qui est perdue là-dessus. Hem, donc les défauts, pour moi, le défaut un peu général, c'est, là, il y a eu un match dernièrement où il avait un peu galéré contre North Carolina avec un autre gros prospect qui s'appelle Caleb Wilson. En fait, sur ce match-là, il est beaucoup utilisé en attaque, mais il est que très peu efficace parce qu'en fait, ses moves, c'est un peu tout le temps les mêmes. C'est-à-dire, tu sais, il fait son turnaround et il va finir main droite. Donc soit il drive, soit sur post-up, il va finir main droite. En fait, tu te rends compte qu'il a pas beaucoup de touchés sur sa main droite, qu'il est limité athlétiquement pour aller remettre un peu de l'énergie sur son dernier pas. Même si ses stats au toucher au cercle, parce il prend énormément de tirs au cercle, par rapport donc, à pas mal de play type finalement sur la saison. Et finalement, son toucher au cercle, il est plutôt pas mal, mais en fait, dès qu'il est un peu challengé athlétiquement, tu te rends compte que, par quoi est-ce qu'il compense? Parce qu'en fait, il compense pas tant que ça athlétiquement. Et
Et donc les finitions, voilà, moi j'ai des doutes un peu sur ces finitions parce que je pense pas que l'envergure soit si grande que ça. Et donc si le toucher suit pas, ça risque d'être problématique. Mais il compense quand même avec un gros physique. C'est un gars qui sait quand même bump son adversaire quand il drive. Et ça, c'est plutôt cool parce que si tu peux le faire avec un aussi gros physique, en NBA, ça va forcément marcher en fait. Il y a forcément des gars qui vont pas suivre physiquement avec lui. Et en défense, on a un joueur qui, pour moi, pour sa taille, clairement, il y a pas assez d'impact. J'ai parlé des limites athlétiques, mais il a quand même un block percentage qui est très, très bas. C'est pas normal de pas avoir autant d'impact en rim protection quand tu as son physique, comme lui. Il est souvent alors il a un steal percentage qui est pas mauvais, mais en fait, je suis persuadé qu'il galérera face à des petits, on ball. Sa défense de transition, elle est pas top et quand j'ai dit qu'il galérera face à des petits on ball, c'est parce qu'en fait, pareil, sa mobilité latérale, je la trouve pas top. Il se met souvent à la faute. Il a un centre de gravité qui est quand même assez haut. Il a pas un mouvement de jambe si, dingue que ça. Mais le truc quand même qui me fait que moi, c'est pareil, je l'ai facilement top 3 dans cette draft, c'est qu'en fait, le shoot est déjà là, le shoot est solide. On parle d'un mec qui sur un plutôt bon volume, il est quand même déjà à 37-38 points par match. Trente-huit pour Heu, cent. Tu parles du shoot, hein. 38 pardon, Ouais, à 3 points. 38 à 3 points par match. Je demande à voir sur du long terme évidemment, mais j'ai envie déjà d'y croire et hem Et c'est cool parce que si tu as un joueur qui avec, ce physique-là, a quand même du toucher pour space sur un poste 3-4 en NBA, il est déjà prêt en fait pour être dans une équipe compétitive. Là, on va voir qu'il y a des équipes qui vont vouloir être compétitives à la draft, l'année prochaine pardon, et qui auront des hauts pics de draft. Boozer en fait, il fit dans plein d'équipes parce que s'il peut space, même si défensivement ce sera pas parfait, tu as déjà un joueur qui peut avoir beaucoup d'impact, quoi. Donc la question avec Cam Boozer, c'est aussi, parce qu'en fait, si je l'ai pas dit, mais il a pas vraiment de jeu à mi-distance, pas de flotteur, pas de shoot, il prend que très peu de tirs à mi-distance. Donc la question c'est, est-ce que tu as un role player en fait parfait ou alors tu as une espèce de star qui, peut assumer, qui peut développer en fait ses points faibles, qui peut gagner encore plus athlétiquement, qui, va, être dominant en fait sur post-up? Est-ce que tu as un joueur qui peut vraiment devenir une star, enfin, allez déjà une grosse star en NBA? Parce que même si le plancher est très, très haut, quid du plafond, quoi? Moi, j'ai l'impression sur, Cameron Boozer que, alors déjà juste pour information, hein, juste pour compléter un peu les éléments de présentation, c'est un joueur qui est donc dans la lignée, des postes 3-4 de Duke. Duke récupère toujours les gros postes 3-4. Si on se fait la liste des dernières années, hein, c'est Jason Tatum, Zion Williamson, Jalen Johnson, tous ces gars-là. Paolo Banchero d'ailleurs, peut-être qu'on parlera de Paolo Banchero parce que je pense qu'il y a pas mal de similitudes qui peuvent être données entre Paolo Banchero et Cameron Johnson, même s'il est encore plus petit que Paolo Banchero. Pour le coup, effectivement, il est assez petit et effectivement, c'est un joueur qui produit beaucoup. Tu as donné ses stats, hein, 22 points, 10 rebonds. Il tourne à 58% d'efficacité au tir, ce qui est assez haut et en plus ça, il rajoute 4 passes décisives par match. Donc en plus, il arrive vraiment à pas mal produire. Sachant que, tu me dis si je me trompe, mais l'équipe de Duke, elle est par exemple, l'année dernière, ils avaient vraiment une équipe qui était, extraordinaire. Cette année, c'est une très bonne équipe, mais elle est pas non plus c'est pas non plus une classe top de Duke, quoi. On est sur une bonne équipe de Duke, mais c'est pas une élite, quoi, tu vois? Pour le coup, cette année. Ouais, il y a pas un ouais, alors c'est Tu vois, juste c'est que pas comme l'année Ngumba dernière où tu avais Knopel, Manu Hatch, James, Proctor, c'est pas Flagg, une tu vois? super classe de freshman derrière Boozer, parce que l'année dernière, il y avait Neupel, Maluach et Flagg qui étaient Ouais, freshman. Et là, ouais, c'est ça. Ngumba et Evans, ils sont pas freshman, ouais. Il y a que Boozer, quoi. Ouais, c'est des sophomores, les 2, ouais, effectivement et en plus, ils ont des seniors qui sont partis. C'est James qu'on voit d'ailleurs à Charlotte, être assez bon. Alors moi je trouve ce que je trouve intéressant sur Cameron Boozer, c'est qu'il y a un peu 2 mondes, tu vois? Il y a le monde du scouting français et le monde du scouting américain. Le monde du scouting français est quand même hyper, prudent sur, Cameron Boozer. Moi, ce que je vois, c'est que tout le monde est un peu en mode, «Attention, attention». Là où les Américains qui sont gros d'ailleurs sont un peu plus attentifs au volume, eux restent quand même assez hauts et se disent, «Il y a un potentiel de joueurs à gros volume, dans une équipe» et c'est intéressant. Parce que c'est vrai que moi, sur ce que je vois de lui, sincèrement, et ça là, ça va être intéressant, moi je vois que des red flags, sur Cameron Boozer. Parce que on a vraiment, tu sais, ce profil-là, il est sous-dimensionné pour son poste. Ça peut pas être un poste 3, ça c'est sûr. C'est un vrai poste 4, un peu sous-dimensionné. OK, il a du tir, mais, hem
Il a pas de premier pas. Il me semble pas avoir eu la sensation de voir un premier pas, tu vois, qui correspondrait avec, le fait, tu vois, d'être un poste 4 un peu sous-dimensionné. Il a un premier pas qui est correct sans être élite. Et surtout, il a pas la puissance qui viendrait compenser son manque de taille. Tu l'as dit, avec le match contre Caleb Wilson, on s'est rendu compte qu'en fait, quand il a du mal à enfoncer son défenseur, et ben, c'est dur d'aller plus loin. J'ai l'impression que la vraie question avec Cameron Boozer, c'est dans quelle mesure parce qu'il est très, très jeune, hein, il a même pas 19 ans. C'est dans quelle mesure il est capable de développer un physique, tu vois, de buff, qui va lui permettre de mettre à profit sa capacité à enfoncer, sur laquelle il pourra appuyer ses qualités de finition. Tu vois, le dernier, poste 4, alors c'est pas du tout le même profil, hein, mais le dernier poste 4, un peu sous-dimensionné qu'avait Duke, c'était Zion, tu vois, pour le coup. Alors, il a plus de shoot, hein, que Zion, mais Zion, il avait un premier pas, une puissance au cercle qui le rendait vraiment, qui était impossible à matcher, tu vois? Et chez Cameron Boozer, pour le coup, je le vois pas. Le truc que je trouve positif, c'est que j'ai eu l'impression qu'il a un très bon body control pour le coup, mais comment il se rapproche du cercle? Comment ce joueur-là va réussir à se rapprocher du cercle? Parce qu'on va en parler après, mais pour moi, la vraie question avec Cameron Boozer, c'est est-ce que ça peut devenir un hub offensif, quoi? Parce qu'avec sa défense, je vois pas comment ça peut devenir un role player. Ouais, et c'est marrant parce que tu vois, finalement, quand tu regardes aujourd'hui les postes 4 de Duke comme Zion et Banchero, le plancher était très haut, mais tu te rends compte que le plafond est pas si bas. Et aujourd'hui, tu te poses des questions de mais du coup, quand tu es dans une eff quand tu enfin, quand tu une équipe et que tu veux vraiment aller loin en playoff, qu'est-ce que tu fais de ces joueurs? Alors ils ont tous des profils différents, Zion, Banchero et Boozer, mais c'est sûr que, tu vois, un des problèmes de Banchero, c'est en fait, il n'utilise pas son physique. Il est très physique, mais il n'utilise pas son physique. Et un des problèmes de Boozer, même si c'est pas les mêmes profils de joueurs, parce que Banchero, il est beaucoup plus à mi-distance. Boozer, il a quand même plus un play type où c'est soit au cercle, soit à 3 points. La question avec Boozer et on l'a vu, ouais, dans le match contre UNC, c'est, en fait, tu as un énorme physique, mais tu l'utilises pas assez, quoi. Sur post-up, on ne voit pas bump le mec, Ouais. sur ton turnaround, on ne voit pas te mettre le coup d'épaule. Il y a un moment où ton physique, il faut que tu en fasses quelque chose. Banchero, il a pas progressé depuis qu'il arrive en NBA parce qu'en fait, son physique, il en fait toujours rien et lui, pour le coup, en plus, le toucher à 3 points, il est toujours pas là et il va pas assez au cercle. Il est trop nonchalant et ça se voit, en fait, dans sa prise de décision et dans son handle. Il y a un peu de ça aussi avec Boozer, c'est-à-dire il est très fort, mais les mecs qui sont très forts à 18-19 ans, ils sont toujours très nonchalants, quoi. Donc heu, donc là-dessus, c'est intéressant et c'est vrai que Et des tu vois grandes jambes, hein, donc centre de gravité assez haut, pour le coup. Tu vois, pour utiliser yes, la puissance, si on pense souvent à Draymond Green. Draymond Green, dans ses belles années, capacité d'utiliser la puissance parce qu'il est très, très bas. Boozer, c'est pas le cas, hein. Pas très grand, mais très haut. Enfin, tu vois? Mais centre de ouais, gravité très haut. C'est vraiment les combos qui font très peur, hein. Enfin, moi, c'est les combos qui me font très, très peur. ouais, donc c'est pour ça que je parlais plus, tu vois, d'un potentiel role player élite, alors pas forcément en défense, oui, parce que les limites athlétiques, on les voit, mais en attaque parce qu'en fait, tu peux l'utiliser pour moi sur tous les play types, en fait et c'est ça qui est intéressant, c'est que D'accord. tu peux quand même faire du post-up avec lui, tu peux l'utiliser en roller parce que je pense qu'en roller, il peut être intéressant parce qu'en fait, quand il va arriver au cercle lancé, il a quand même un passing qui est fonctionnel donc ça peut être sympa, il aura la taille, il aura le physique. Tu peux l'utiliser aussi balle en main, mais pour l'instant, je vois pas un mec qui, tu vois, je le vois pas être utilisé en pick and roll ball handler pour aller faire, du pick and roll, pour aller drive, pour aller, t'arrêter à mi-distance et shooter si jamais c'est le jeu qui te le demande. Donc, il y a la question de dans quel contexte est-ce que tu arrives? Est-ce qu'une équipe a intérêt à miser énormément sur toi? Ou alors, en fait, tu vas être dans un effectif compétitif et tu vas aller, avoir du volume avec peut-être de l'efficacité certes, mais, est-ce que tu peux vraiment faire passer un cap à une équipe? Tu vois, par exemple, s'il arrive aux Pacers, dans quel, contexte, en fait, est-ce que il va avoir, des responsabilités? Parce qu'il y a déjà beaucoup de mecs à qui donner la balle en main et est-ce que tu en feras juste un espèce de free and D qui est pas forcément dit, mais quand même, parce que je pense qu'il peut avoir de l'impact en défense parce que c'est quand même un mec Qui tire pas très vite qui peut et gratter son des tir est ballons. quand même un peu lent, hein. Ouais, mais ce sera pas une mismatch, tu vois? Et je pense que, Mmh. et je pense que sa puissance peut faire quand même du bien en défense et peut-être qu'il va rassurer athlétiquement aussi en NBA, c'est possible. Donc voilà, mais c'est quelle espèce de rôle, en fait, il va avoir à terme? Est-ce que c'est une espèce de deuxième option offensive? Ou alors, en fait, c'est un mec qui est plafonné et tu sais pas trop comment l'utiliser parce que, vu qu'il va être fort, tu vas lui donner un contrat max et on voit le problème avec des Zion et des Banchero où tu sais pas dans quel, contexte tu as envie de les mettre, quoi.
Oui et puis on peut aussi ajouter d'ailleurs que la dimension, physique parce que tu sais, on dit, physiquement, il est dominant contre la majeure partie des joueurs. Qu'est-ce que ce sera en NBA? Tu as parfois des cas un peu exceptionnels comme Cooper Flagg et Zion Williamson qui sont dominants physiquement dès leur arrivée, mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Tu peux aussi miser sur un joueur qui sera dominant physiquement au bout de 4-5 ans en NBA parce qu'en fait, il est par rapport aux gens de son âge, il est beaucoup plus développé et donc tu sais le roulement, du temps, le cycle de la vie comme dirait Mufasa, va faire son œuvre et au bout d'un moment, c'est lui qui va devenir le joueur puissant. Tu vois, dans ce profil-là, je peux penser un peu à Jalen Johnson, qui pour le coup, moi les souvenirs que j'ai un peu de Jalen Johnson en NCAA, c'est qu'effectivement il était haut, mais aussi il était quand même puissant. Il arrive en NBA, il avait toujours la hauteur mais plus la puissance. Mais, ça fait combien de temps qu'il est en NBA Jalen Johnson? Ça doit faire, 5 ans. 5 ans plus tard, il a retrouvé la puissance. C'est redevenu un joueur dominant aussi sur la puissance parce qu'à un moment donné, le gars, il a 24-25 ans et qu'au moment ta puissance, elle se développe, quoi. Et donc tu peux aussi miser sur un gars sur un développement à 4-5 ans, quoi. C'est juste est-ce qu'un gars à développement à 4-5 ans, ça mérite d'être top 3 de la draft? C'est ça un peu la question, tu vois? Ouais, mais est-ce que, aujourd'hui il y a un côté un peu safe aussi avec Cameron Boozer. C'est-à-dire que, tu vois, c'est une draft qui est très profonde en termes de guard. Le guard, il est quand même moins, de manière générale, il est quand même moins safe que, un Cam Boozer, où tu sais que tu auras quand même forcément une production en NBA parce qu'il y a un toucher qui est rassurant au cercle et quand même à 3 points. Ouais. Ouais, tu quand même bien le toucher au cercle, quoi. Tu trouves quand même que le toucher au cercle est pas mal de Cameron Ouais, sur Boozer, un quoi. énorme Tu volume, tu plutôt vois? C'est quand même un mec ouais, ouais. qui a une main gauche, une main droite. C'est juste que, ouais, quand il est challengé, en fait, athlétiquement, quand il a du mal à faire la différence physiquement, sur post-up, il a pas vraiment de contre-move par rapport à ça et tu sais pas si, ça va être le cas, en fait, à chaque match en NBA, quoi. J'ai l'impression dans les différentes, analyses qu'il y a sur, Cameron Boozer que la question qui se pose beaucoup est de se dire ce qui fera probablement la différence entre, est-ce qu'on est sur un joueur à haut risque ou en fait un lock, tu vois, joueur qui peut mener une équipe ou être une deuxième option d'une équipe, c'est son passing. Tu en as un peu parlé rapidement. Là, moi, j'ai l'impression de voir un peu tout et son contraire. Alors personne dit qu'il est un mauvais passing et c'est quand même un point rassurant dans la NBA moderne. On sait l'importance du decision making sur la passe. Tout le monde reconnaît qu'il a un bon passing. Mais des questions qui se posent, c'est est-ce qu'on est sur un hub offensif à la passe? C'est-à-dire un joueur vraiment autour duquel tu peux faire tourner ton jeu. Alors ça passera pas par le drive, mais tu vois, parce que le post-up à un moment donné, fera des différences et que son passing sera très fort ou que, voilà, on a une qualité de passe, qui est supérieure? Ou est-ce qu'on est plutôt sur un connecteur, c'est-à-dire quelqu'un qui en milieu de possession sera très fort pour prendre des décisions rapidement? Comment toi tu l'envisages, là-dessus son passing? Bah, en fait, je le vois pas être un hub offensif et je le vois pas être un connecteur non plus. Merde. Donc je vois juste être un passeur fonctionnel. Non, mais je le vois être un passeur Ouais. fonctionnel sur, les plays sur lesquels il est utilisé. C'est-à-dire s'il y a une prise à 2, alors si elle vient tout de suite, il va y avoir peut-être il va y avoir du temps avant qu'il réagisse, mais en fait, il réagira correctement et son passing est plutôt précis lui aussi. Donc là-dessus, tu vois, je me fais pas trop de soucis sur le fait que son passing soit fonctionnel, mais je le vois pas être utilisé, tu vois, comme un connecteur à la, Josh Hart et je le vois pas être utilisé en hub offensif comme, tu vois, les Pels le font un peu avec Derrick Queen ou, bon, dernièrement, ça marche un peu moins, mais tu vois, je le vois pas être utilisé dans ces plays-là, en fait, tu vois? C'est genre, OK, on sait ce que tu peux donner à la passe, on sait que tu vas créer des décalages avec ton physique et quand même le fait que Mmh. balle en main, tu es intéressant, mais ouais, ce sera pas j'ai du mal à croire que ce sera un connecteur élite, en fait, sur les ailes, mais je pense que son passing sera quand même très fonctionnel en NBA, parce qu'il y a des lectures qui sont intéressantes, parce qu'il est aussi grand et que, il sait réagir en fonction du jeu. Il comprend plutôt bien le jeu, quoi. Dernier élément, peut-être sur, la capacité à profiter des mismatchs, parce qu'un joueur très puissant, peut aussi être mobilisé tout simplement en générant des mismatchs, hein, par la tactique et donc là, ça peut être un point important. Ce qui demande souvent dans ces cas-là, d'être un bon joueur, off ball. Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Est-ce qu'on a vu des choses qui nous tendent à nous dire que en fait, off ball, il a des bons déplacements? On sait que la vitesse, c'est pas son point fort. Est-ce qu'il arrive à vite se positionner? Qu'est-ce que tu sens toi sur le jeu off ball? Hem, j'ai pas trop fait gaffe là-dessus. Après, sur cut, je pense il sera, viable parce que, il est quand même capable de monter au cercle. Heu, il est plutôt grand. Il sait quoi faire des espaces qui lui sont donnés, dans le sens du jeu.
Maintenant, ouais, il sera pas utilisé dans le dunker spot à la Amen Thompson parce que OK. limité athlétiquement. Mais tu vois, tu peux quand même le mettre à 45. Il va t'apporter du spacing parce qu'il met dedans à 3 points et ensuite s'il y a une prise à 2 de son défenseur, bah, il va pouvoir faire un cut. Il va pouvoir faire quelque chose aussi de son cut pour aller, bah, finir au cercle, quoi. OK. Donc plutôt rassurant sur cette, dimension-là. Est-ce que tu voyais d'autres choses à dire toi sur Cameron Boozer? Non, après, ouais, si on en revient un peu, à la problématique de Boozer, c'est voilà, c'est sur du long terme, OK, plancher très haut, mais tu vois, toi, par exemple, à titre personnel, est-ce que tu vois un plafond très haut? Ou est-ce que tu es un peu comme moi, c'est-à-dire que tu penses que oui, le plancher est très haut, faudra voir son Je utilisation, trouve qu'en mais fait je trouve que sur ce genre de joueur en fait, le contexte et les attentes autour desquels ils arrivent sont super importants. Tu vois, on va reprendre le cas, Banchero, Jalen Johnson, je trouve que c'est une bonne comparaison. En fait, quand tu es dans le cas de Banchero, comme tu arrives comme un top 3 draft, en l'occurrence un numéro 1 de draft, tu te retrouves un peu obligé à construire ton jeu autour de lui, en fait. Et le problème, c'est que de construire ton jeu autour de lui, ça peut créer déjà un joueur sur lequel on pousse l'autonomie, alors que l'autonomie n'est pas forcément, favorable. Et tu te rends compte qu'au bout d'un moment, il y a des sortes de limites fonctionnelles. Là où quand tu as un développement à la Jalen Johnson, qui était drafté, je crois 20e ou 19-20e, pour le coup, tu te laisses beaucoup plus de temps, en fait, dans le développement. Et notamment, tu te laisses le temps de la progression physique et donc tu vas développer d'autres qualités qui sont pas sur l'autonomie, mais qui sont plus sur, compréhension générale du jeu et cetera et cetera. Ce qui conduit à des joueurs qui finalement alors là, je fais une comparaison qui m'arrange, hein, mais qui conduit à des joueurs qui finalement sont, peut-être plus adapté, en fait, à ce qui est demandé. Moi, j'ai moi, globalement, moi, le combo, je suis pas très grand, plus, j'ai pas un énorme premier pas et en plus, même quand il y a un physique de dingue, genre Zion, j'aime pas trop, mais si en plus il y a pas un physique de dingue, pour moi, là, tu sais, je suis déjà sur une espèce de limitation physique qui me fait très, très peur. Donc, moi, d'ailleurs, je serais pas étonné que moi, je serais pas étonné que Cameron Boozer, il y ait beaucoup d'équipes qui aient peur, hein, et qui y aillent pas, hein. Et donc qui se retrouve pas, enfin moi j'ai l'impression qu'il y a un an, il était presque top 1, top 2. Je serais pas surpris qu'il descende, top 7, tu vois? Entre 7 et 5. Ah ah ouais, ouais, à parce ce que point-là, quoi. ah ouais, ouais, parce que le profil, mais après moi j'ai vu moins de matchs et peut-être qu'en regardant les matchs, il y a beaucoup de choses qui sont rassurantes. Mais tu as un profil de base, moi que je trouve, hyper flippant en fait. Tu as typiquement le profil du mec qui te fout dans la merde. Ouais, mais encore une fois, ouais, ça dépendra de, parce qu'il y a encore une fois, voilà, il y a beaucoup d'équipes qui ont déjà des guards et dans une draft qui est certes profonde en termes de guards, tu un joueur plutôt safe en termes de plancher, donc non, je pense qu'il y a des dans le top 3, c'est sûr, il part pour moi. Sachant qu'en plus, c'est une question que je peux te poser, mais alors, bon, forcément, on n'avait pas vu de match, mais j'ai l'impression on avait une impression physique, tu sais, quand il avait, 16 ans, il y avait beaucoup de tapes qui sont sortis très, très vite sur Cameron Boozer, où déjà il allait plus vite, plus haut, plus fort, tu vois? Et tu as l'impression qu'en fait, la hype Cameron Boozer, elle était née autour d'un joueur qui était, on l'avait vu aussi avec l'équipe des États-Unis de mémoire, qui était vraiment surdominant physiquement. Et là, en fait, on se rend déjà compte en NCAA, est-ce qu'il est plus dominant physiquement que l'était Paolo Banchero, par exemple, en NCAA? Je suis C'est un même peu pas les sûr, hein. mêmes, ouais, moi je trouve qu'il est quand même plus dominant Ah physiquement, ouais, OK, OK. mais c'est pas les mêmes joueurs en fait, tu vois? Donc Ouais. Banchero, encore une fois, il est plus mid-range, tu vois? Il y avait du drive un peu sur Banchero en plus, il y avait une Ouais, impression et qu'il lui, il pouvait était, développer du tu vois, drive. c'était un espèce de mélo, enfin, Boozer, c'est, tu vois, j'ai vu des compas Kevin Love que j'aime bien aussi, Ouais, moi je me mais suis noté Zach Randolph, tu vois? Mais, un Zach Randolph ouais, moderne, tu vois? ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, il y Qui a un pour peu le de coup ça, ne ouais. me rassure pas des masses. Qui me rassure pas des Mais masses, même si c'est la version moderne, ça me rassure pas des masses. Tu l'as combien toi dans ton mock draft? je vais aller voir. Je l'ai Tu as quand même top 3. Ouais, je l'ai même deuxième pour l'instant. C'est quoi? C'est Dibanza que tu Ouais, as je en dis 3? Banza en 1 moi. Ah, tu as J'ai Dibanza en 1, donc c'est Peterson que tu as en 3. Peterson, je l'ai même en 4 dernièrement, parce qu'il me saoule un peu là dernièrement. Donc je OK. l'ai même en 4 et voilà. Donc tu l'as plus loin. Paul, je te propose qu'on passe aux 2 petites mentions sur lesquelles on passera moins de temps. C'est déjà un long épisode, mais c'est peut-être plus parce que tu avais envie d'en dire 2 mots. Le premier joueur dont tu voulais qu'on parle est un joueur qui est assez âgé, je crois. C'est un 2003 de mémoire. Il doit avoir 23 ans. Enfin, il aura 23 ans à ses débuts en NBA. C'est le meneur de jeu d'Iowa, Bennett Street, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça? Bennett Steers, ouais. Bennett Stirtz. Steers. Alors là, je connais pas la personne, hein.
Justement pas. Ouais, meneur de jeu d'Iowa qui jouait à Drake l'année dernière, donc dans une, mid-major. Mmh. Hem et dernier en fait, c'est un super meneur de jeu, créateur avec un très bon passing de manipulateur de défense là, pour le coup. Hem, je l'aime énormément moi ce tir, c'est un de mes chouchous parce que, en fait, il est tellement kiffant à regarder jouer. Il y a du shot making, il est pas ultra athlétique, donc le plafond est quand même limité, mais il y a du shot making, il y a du toucher à mi-distance, il est capable d'être efficace quand même au cercle avec des bons moves. Alors voilà, c'est un joueur de pick and roll, c'est du pick and roll, du pick and roll. On voit quand même être utilisé un peu off ball aussi par séquence, à Iowa. En comparaison, je dirais que je le vois un peu sur du Ty Jerome ou sur du Andrew Nembhard aux Ton Pacers. grand ami Ty Jerome, Paul? Ouais, mon meilleur ami, ouais, après ces immenses playoffs, l'année dernière. Mais non, mais c'est des joueurs qui sont, tu vois, c'est des joueurs qui sont très kiffants en fait quand tu les Ouais. regardes. C'est pas des stars, mais c'est des joueurs qui sont très kiffants et je pense qu'il peut avoir un rôle comme ça en NBA. Même s'il a déjà 23 ans, dans une draft de guard, c'est sûr que, il peut aussi c'est un mec qui peut glisser à la draft. Parce que toutes les équipes se disent: «Ouais, mais on a déjà en fait tous nos guards qu'on voulait prendre» et du coup, vu que je le vois pas être drafté très haut parce qu'il a quand même déjà 23 ans, qu'il y a des limites athlétiques, que, c'est pas un mec qui sera ultra positif en défense, même s'il a la taille, donc je pense qu'il sera pas négatif. Moi je l'ai loterie, je l'ai 14 dans mon board parce que je pense que, tu pas envie de louper un joueur aussi safe en fait, dans ce qu'il fait balle en main, avec un vrai toucher. Donc on verra sa trajectoire, NBA. Mais tu vois, c'est un joueur où, il y a des gens qui sont je trouve que tous les gens en fait sont plutôt assez hauts sur lui, mais ça veut pas dire que c'est un mec qui a que 23 ans, qu'il y a pas forcément un plafond, si bas que ça, tu vois? On le voit avec Austin Reeves qui aujourd'hui devient une star, on le voit avec Brunson. C'est pas parce que tu arrives en NBA à 23 ans, notamment quand tu es un porteur de balle, tu vois? En fait, quand tu es un porteur de balle en soi, ton plafond, il est illimité offensivement. Tu quasi si tu c'est un mec qui je serais pas étonné qui, puisse assumer énormément de volume en NBA et c'est OK. pour ça que je l'ai plutôt haut moi, même pour un mec de 23 ans parce que, je me dis: «Il y a un scénar en fait où, ça devient un super joueur en attaque quoi en NBA». Puis il y a quand même une remontée de cote, hein, sur les joueurs, expérimentés. On le voit, de ces dernières années, alors parfois ça marche, comme avec, Rémi Raquez par exemple, parfois ça marche pas comme avec Dalton Knecht. Mais pour le coup, on a une remontée un peu de cote, de ces joueurs-là et donc effectivement, ça pourrait être intéressant de voir où il est. Moi, ce que j'ai vu, c'est que dans les différents mock drafts, il est souvent entre 15 et 20. Il est quand même rarement plus bas, ce qui effectivement sur un joueur, de cet âge-là, traduit quand même une forme de sécurité, pour le coup et ben, on verra ce que ça peut donner et en tout cas, ce qui montre à Iowa, c'est surtout que c'est un gros scoreur donc en plus, si toi tu dis que l'eye test te montre aussi, des vraies qualités de passing. C'est vrai que quand tu Ouais. as un gros quand tu un gros handle, déjà que tu as validé le scoring et que tu es capable d'ajouter du passing, c'est intéressant, quoi, pour le coup. 2e joueur, ta deuxième mention dont tu voulais parler, alors là, c'est intéressant parce que c'est un joueur qui, moi j'adore, sur ce que j'ai vu, j'aime beaucoup, mais alors c'est un tricheur, quoi. C'est quand même un 2002, c'est un papy, c'est Yaxel Lendeborg qui est, dans la plupart des mocks d'ailleurs top 15, hein, quand même, moi sur ce que j'ai vu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce joueur? Un de mes autres chouchous aussi, Yaxel, Ah bah 2002 donc carrément, ouais. carrément, tu l'appelles par son prénom, quoi, c'est ton poteau, quoi, Ouais, c'est mon Yaxel, pote. J'ai décidé que c'était mon pote, même s'il me connaît pas, j'en ai plus rien à foutre et il joue à Michigan, donc il joue pour moi, il joue dans une des 2 meilleures équipes, de cette année. Bon, on verra si c'est le cas, mais pour moi, il y a Iowa State et Michigan. Il y a Houston aussi qui est quand même très solide. Duke, on verra. Donc il joue dans une des meilleures équipes NCAA. Alors, il joue poste 3 parce qu'en fait, poste 4, il y a un mec qui s'appelle Maurice Johnson, qui est un peu un espèce de j'aime bien la compa Paul Reed, tu vois, sur le poste 4. Il joue avec Adeymara qui lui est un espèce de Donovan Clingan sur le poste 5 avec du passing. belle raquette, Donc hein, belle ouais, raquette, hein. ah la Belle ah la raquette la les 3. raquette, elle est pas mal, elle prend de la Ouais. place, ouais. Parce qu'Ademar, il fait 7'3", c'est un gros Ouais, ah baba il est immense ce mec. qui a qui a déjà 22 ans, enfin qui a 21 ans, ouais. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, c'est un 2005, Mara, mais Maurice Johnson, c'est en 2006. Quasiment et qui a plus de 4 comptes par match. Pardon. Mara? Ouais, Non, Mara, il est à moins de, je pense pas qu'il est à 4 comptes par match. Il a 4 comptes par 4,3 match? comptes par match. 4,3 comptes par match, ouais, OK espagnol. et Excuse-moi, je t'ai coupé, donc parle-nous, ouais, ouais et c'est de un Lenborg. donc Yaxel, c'est vraiment le role player, poste 3-4. Un peu, j'aime bien la compa Anunoby, physique, très physique,
avec beaucoup de playmaking en défense, il contre énormément. On lui son passing est plutôt fonctionnel lui aussi, il y a pas mal utilisé par moments sur des séquences en hub offensif. L'interrogation principale avec Yaxel, c'est, son shoot parce qu'il est à 30 cette année. Dernièrement, en plus, sur les matchs de conférence, il est vraiment pas bon, il est à 20. Mais moi, j'ai envie d'y croire. Sur la ligne, c'est rassurant, il va beaucoup sur la ligne aussi. C'est un des meilleurs joueurs NCAA avec Bennett Steers, peut-être les 2 meilleurs, seniors de la draft. Hem, je vois un role player très safe en NBA. Peut-être pas un role player élite, mais un role player que tu auras vraiment envie d'avoir dans ton équipe. Alors c'est sûr que s'il y a pas de spacing, s'il rassure pas au shoot, il sera pas titulaire, mais en 6e, 7e homme, ça peut être vraiment super. Hem, le scoring aussi, je le trouve plutôt bon parce qu'il a du toucher au cercle, à mi-distance aussi. Hem, j'ai envie de croire au fait que ça peut être un espèce de gars, tu vois? Un espèce de winning player dans une équipe, très compétitive ou contender. Maintenant, il fera peut-être pas long feu en NBA parce que c'est déjà un 2002, il va arriver à 24 ans, quoi. C'est un mec que j'aurais aimé le voir à la draft, en fait, l'année dernière. Parce que c'est vrai que, Mais pourquoi il s'est 24 pas ans, présenté? 23 ans, Tu sais pourquoi il s'est pas présenté? parce que, NIL, je pense, il avait pas de contrat D'accord, garanti et là, il va choper beaucoup de thunes. OK. Donc heu, donc voilà et à 24 ans, ouais, 24 ans, 23, tu sais, c'est un peu la limite. 24, c'est vieux pour arriver en NBA. Mais au moins, il pèsera directement donc je pense que, c'est un mec qui aura une petite carrière en NBA, peut-être 7-8 ans, mais 7-8 bonnes années, quoi. Sachant qu'il a c'est pas un joueur immense, hein, c'est un poste 4 qui doit faire, à peu près le même taille que Cameron Boozer, peut-être un poil plus grand, mais par contre, il a des énormes bras, ce qui compte, toujours beaucoup et moi, sur ce que j'ai vu, il y a une grosse projection, sur la contre-attaque, qui est intéressant parce qu'il a des grandes échasses, ce qui lui permet souvent de se projeter assez vite. Bon après, les mecs, c'est des tricheurs, quoi. Enfin, à 23 ans, il a 4-5 ans de plus de basket que des mecs, que tu vois, que les freshmen contre lesquels il joue, voire même que les sophomores. Forcément, le jeu va plus lentement pour lui, Oui, c'est forcément, sûr. son corps, il est plus puissant, plus rapide. Enfin, tu vois, Ouais, c'est compliqué là, quand même, hein. c'est sûr, c'est pour ça que j'aurais aimé le voir, sauter en Ouais. NBA, l'année dernière. Mais on verra, ouais. Après, c'est vrai que c'est aussi risqué parce que si tu te rends compte que le shoot, vient pas, et que physiquement et athlétiquement, c'est pas si ouf que ça en NBA, il y a un scénar où, ouais, il a peut-être pas une si belle carrière que ça en NBA, quoi. Donc c'est aussi un Typiquement le risque. genre de joueur, sur lesquels, tu vois, OKC pourrait prendre un risque, se dire: «On tente», tu vois? De toute façon, on a tellement de pics de draft, il y a un monde où il a Ouais, un apport, tout de suite et puis s'il en a pas, c'est pas grave. De toute façon, on a tellement de pics de draft, on oui, trouvera voilà, d'autres tu joueurs qui vois, auront un apport, quoi. à la fin d'un top 20, parce que, Kenrich ou Jalen Williams, tu pas envie de les prolonger. Je sais pas c'est quoi leur contrat, mais voilà. Mmh mh. À Yaxel, tu à peu près enfin, tu pas le même joueur, mais tu vois, tu as un joueur qui Tu peut, potentiellement même apport, quoi. ouais, le même apport, peut-être pas en année 1, mais en année 2-3, ouais, c'est sûr. Il est combien toi sur ton mock draft? Moi, je l'ai 13e, moi. Je l'ai souvent vu top 15, hein, dans les mock draft, US, pour le coup. Il est souvent plus haut que d'ailleurs le joueur que tu as cité avant. Et ben, on verra un petit peu ce que ça peut donner. Écoute Paul, je te propose qu'on conclue là-dessus, sur cette présentation de ces 5 joueurs. Je pense qu'on a été assez complet. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose peut-être Non, éventuellement? c'est bon, on a fait le tour, hein. On est pas mal. Et bah, écoutez, on espère que ça vous a intéressé. On lance donc, cette série-là de podcasts. On verra un peu, dans quel timing on vous la propose sur, nos différents prospects. Je pense que ça peut être intéressant aussi qu'on réfléchisse à une autre façon de mettre en valeur là un peu le travail qu'on fait autour des prospects pour que vous puissiez y avoir accès. En tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Vous en avez pris l'habitude, on vous répond toujours. Et on aime bien débattre avec vous. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez envie de soutenir le podcast. Et puis écoutez, vous connaissez le traditionnel, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.